Tessin, c'est Pepper Ludo et je suis heureux de te retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro de Comment ça marche. Aujourd'hui, on est au Futuroscope et on va voir comment fonctionne la nouvelle attraction 2022 Chasseur de Tornades avec Rémi, le chef du projet. Bon, du coup j'ai rejoint Rémi, nous sommes dans les locaux techniques et il va m'expliquer un petit peu comment marche cette attraction. Donc il y a deux éléments majeurs, c'est l'écran et la plateforme. Donc on a déjà cette fameuse plateforme fabriquée par Dynamic Attraction, canadien. On fait chez nous la plateforme de l'extraordinaire voyage. Pour cette plateforme de 120 places, en fait elle est rotative, donc elle tourne à une vitesse de 30 km/h. Elle repose sur 3 appuis, et grâce à ces 3 appuis et des moteurs électriques et des vérins pour assister au mouvement, on arrive à la faire monter et descendre en fait de plus ou moins 1 mètre, dans n'importe quelle direction, en même temps qu'on la fait tourner. Et tout autour de cette plateforme, on a installé donc un écran LED cylindrique de 8 mètres de haut par 17 mètres de diamètre, donc on a à peu près 420 mètres carrés de dalle LED, ça représente 800 dalles. Et la particularité de cet écran LED en fait, c'est qu'il est escamotable. En fait, on a 4 morceaux d'écran qui sont entre l'entrée, la sortie de la salle et les 2 scènes d'action en live qui viennent coulisser en fait sous terre, sur le même principe qu'un ascenseur, pour faire apparaître de fait les décors et tout le scénario de l'attraction. D'accord, et comment ça marche un écran aussi grand? C'est un écran en un seul ou il est divisé en plusieurs morceaux? Donc en fait on a 800 dalles, qui font à peu près chacune entre 45 et 50 cm par dalle. Sur chaque dalle, si on veut être précis, on a plein de petits carrés magnétiques. Donc si on a un problème de LED, il suffit de le détacher en magnétique, de le rebrancher et de le refixer, c'est très facile à maintenir. Et ces 800 dalles sont toutes reliées en fait en série et sont découpées sur 4 serveurs vidéo qu'on peut voir juste derrière nous. C'est des serveurs modulo Pi. Donc le film est coupé en 4 morceaux en fait. Et après, grâce aux serveurs vidéo, aux cartes graphiques, etc., on a restitué le raccord entre chaque morceau du film. Et ce qui était complexe, c'est que le film fait quand même 21K, résolution très lourde, parce qu'on a un écran qui est très grand, et on le fait tourner au même rythme que la plateforme. Donc, en même temps que de gérer la résolution du film, il fallait gérer sa rotation et sa synchro entre les 4 serveurs. D'accord, et il y a des cartes graphiques qui existent pour faire tourner ça? Et ben on a des cartes graphiques de chez AMD qui ont un peu adapté leur soft derrière pour pouvoir gérer la taille du film, etc. Mais c'est AMD qui gère le graphisme, en fait les cartes graphiques de l'attraction. Ouais, donc c'est un peu une carte graphique, enfin des cartes graphiques juste pour ici. On a pris le top, ce qui existe le plus dans la carte graphique. Autre pièce majeure, c'est la voiture. J'ai cru comprendre qu'il y avait un partenariat avec Isuzu, c'est ça? Exactement, donc Isuzu nous a offert en fait 2 pick-up, 2 vrais pick-up. Le premier, on le trouve en fait dans la file d'attente, dans les décors, dans le garage de Alex. Et le deuxième, en fait, on l'a installé sur un pivot et sur un rail. Donc ce pivot permet de faire tourner le véhicule à 360 degrés où on veut. Là dans le scénario on le fait surtout tourner dans la grande scène et après on le déplace en fait sur un chariot qui se déplace en fait sur un quart de cercle entre la grande scène et la petite scène. On n'a qu'un véhicule qui joue dans 2 décors. D'accord. Et ce véhicule, donc c'est un vrai véhicule, donc il pèse 1,5 tonne. On a un peu dépouillé parce qu'on n'a pas besoin du moteur, etc. Et on a un opérateur qui interagit dedans, donc on a toutes les sécurités humaines qu'il faut à l'intérieur, entre les zones morts, etc. Et qui permettent comme ça de faire une interaction entre l'humain, le véhicule et de la projection vidéo. Ah ouais, parce que moi pour moi il y en avait 2, c'était juste on en a qu'un en fait qui quitte la grande scène, va se cacher dans des coulisses et après on refait jouer dans la petite scène de la maison. Donc nous on regarde quelque part, il se passe quelque chose derrière, comme la magie en fait. C'est ça, comme on peut, si on est un peu curieux et qu'on tourne la tête, on se rend compte qu'en fait le film est à 360 degrés au début, à la fin et dans la maison. Mais pendant tout le scénario, le film on le joue qu'à 270 degrés en fait. Parce qu'en fait, un film à 360 degrés à faire tourner, c'est encore plus compliqué à gérer avec les serveurs. Donc on a réduit en fait à 270 degrés, parce que c'est notre champ de vision en fait, parce que les gens on n'a pas l'air. Et après on fait tourner notre image au même rythme que la plateforme. Donc, derrière nous se passe pas mal de mouvements, de portes, d'effets spéciaux, etc. D'accord, donc tu me parles d'effets spéciaux, il y en a beaucoup. On a beaucoup d'effets spéciaux, donc déjà en salle, on a du vent, surtout quand on parle de tornade, on a du vent, donc on a 40 ventilateurs qui sont répartis sur 3 types de modèles, des petits, des moyens, des très gros. On jongle en fait avec ces 3 types de modèles par rapport à une petite brise quand on est sur la nationale et on joue des très gros quand on est au cœur de la tornade avec les moyens, etc. On joue beaucoup de fumée à base d'eau, donc une eau-phone en fait. On essaie de recréer un nuage en salle quand on est dans la tornade. Pas mal d'effets de lumière. Et après sur les 2 scènes d'action, on a des décors mobiles, des machines à étincelles, de nouveau du low fog, tous ces petits effets là qui viennent jouer et un peu rendre vie à ces 2 scènes d'action. Et pourquoi pas avoir choisi de régler juste l'intensité du ventilateur? Parce que ça change de faire 3 différents. Nous dans la programmation des effets, c'est plus facile de jouer des starts en fait. Sur un timecode, on a un start pour le petit ventilo, un start pour le moyen pour le gros, que de jouer sur des variations avec des variateurs. C'est une question de gestion avec le médialo, mais également de coût en fait. Ça revient moins cher à en mettre un peu plus et aller gérer juste avec des starts et stops que de gérer avec pas mal de variateurs pour gérer les 40 ventilateurs. Si tu entends des bruits bizarres, on est en dessous de l'attraction. On est juste sous le pré-show et donc on a dans le pré-show en fait, un plancher bois avec 40 cm de vide et en dessous on a des infrabasses et des vibrateurs qui viennent en fait simuler le grondement de la tornade qui vient frapper le bâtiment. On vient d'entendre juste ça.
Et du coup, comment ça marche l'espèce de brume? Parce qu'on a vraiment l'impression de ressentir des gouttelettes d'eau sur nous, comme si on était avec du vent pluvieux, quoi. En fait, on a deux trucs. Donc, on a le fameux low fog. Hein. Donc, le low fog, en fait, c'est des grands bacs de type piscine où dedans on a des petits ioniseurs en fait qui viennent générer cette fumée qui est à base d'eau. Et après, on a rajouté en salle du mist en fait. Donc, c'est des petites buses où on vient mélanger de l'eau et de l'air comprimé qui passe par une petite ouverture et qui viennent en fait propulser un genre de mist en salle. On a bien réglé ça parce que comme on a des écrans LED, on ne pouvait pas jouer de la grosse gouttelette d'eau. Donc, on voulait avoir quand même un peu cet effet de brume, etc. en salle. Donc, on joue avec du mist. Du coup, on est sur quand même une grosse machine. Hein. Moi, quand j'étais dans l'attraction, je me suis pas rendu compte de tous les effets, la lumière, tout ça, parce que quand on est dedans, on fait pas attention. Ouais. Ça doit consommer énormément d'énergie. Alors, c'est vrai que c'est vraiment qu'il consomme beaucoup d'énergie, donc après on l'a quand même pensé en essayant d'être le plus économe en point de vue climatisation, chauffage, avec tout ce qui est isolation, tout ça. Mais oui, on a deux transformateurs, un de 630 kVA qui est dédié uniquement à la plateforme, et après un transformateur de 1250 kVA qui lui sert en fait à toute l'électricité du bâtiment, entre les effets spéciaux, l'éclairage du bâtiment, l'audiovisuel, etc. Et on a pas mal de filtres harmoniques aussi, pour gérer toutes les ondes en fait qu'on peut avoir entre les différents moteurs qui font fonctionner l'attraction et l'audiovisuel. Du coup, c'est quoi ça? Ça veut dire que ça pourrait faire des interférences? Ça pourrait faire des interférences en fait sur les équipements audiovisuels. On a des filtres harmoniques qui sont là pour traiter les harmoniques, toutes les petites ondes qu'on peut avoir dans l'électricité et éviter d'endommager en fait nos écrans LED par exemple. Et du coup, tout fonctionne en électrique ou il y a d'autres technologies comme l'hydraulique? Alors, en grande partie c'est l'électrique, hein. La plateforme c'est des moteurs électriques, mais on a une assistance hydraulique pour les vérins qui viennent en fait amortir les mouvements de la plateforme. Et on a aussi la production d'air comprimé pour les effets spéciaux et pour le plancher escamotable de la plateforme, qui vient en fait libérer la plateforme du service. Et du coup, en termes de maintenance, ça représente combien de temps chaque jour pour entretenir ce genre d'attraction? Tous les jours, on est à peu près sur 1 heure d'ouverture le matin. 1 heure, en fait, on vient faire donc la vérification visuelle de tous les équipements qu'on peut avoir pour la sécurité du public. On a une séquence en fait, d'ouverture de la plateforme où on vient vérifier les moteurs, les disques de frein, les séquences d'arrêt d'urgence, la calibration de la plateforme avec son niveau 0, son niveau de départ. Et après, on vérifie les effets spéciaux, on rajoute les produits qu'il faut, etc. Et donc, c'est un peu une séquence qui dure 1 heure tous les matins. Et après, on a une maintenance aussi mensuelle qui se fait de nuit, pour un peu plus lourde, et surtout annuelle où là on est fermé tout le mois de janvier. On vient faire le remplacement des pièces, etc. D'accord, c'est quoi dans une pièce en fait? Tout ce qui est pièces de roulement, enfin toutes les usures pour disques de frein, etc. Selon aussi l'usure qu'il peut y avoir. D'accord. Et un écran comme ça dure combien de temps? Alors là, on est passé sur 15 ans. 15 ans. Samsung nous garantit une durée de vie de 15 ans. C'est un peu la durée de vie d'une attraction en soi. Ouais. Si dans 15 ans on va être toujours aussi populaire, il n'y a pas de raison de la changer. Mais voilà, nous on est parti pour 15 ans en fait dans tout le matériel qu'on a installé. Alors ça va. Donc ça va, on a un peu de marge. Et du coup pour terminer, on va faire un petit truc un peu drôle. Je vois qu'il y a la petite plateforme qui se retire quand nous quand l'attraction débute. Le petit plancher escamotable. Donc j'imagine qu'il y a quand même des choses qui doivent glisser. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup de visiteurs qui perdent des affaires personnelles, parce qu'en fait quand on rentre en salle, on ne sait pas trop ce qui va s'attendre. Oui. Donc nous on les brille bien quand même sur attention téléphone portable, etc. On a des filets qui sont là pour mettre toutes les affaires. Mais ça arrive que ça glisse de la poche, etc. et que ça se retrouve dans la fosse. Donc après nous on fait des tours dans la journée, on vient récupérer les objets. Et donc on récupère un peu de tout, quoi. Donc, entre des sacs à dos, des blousons, des téléphones portables, des écouteurs, des clés de voiture. Donc des fois c'est embêtant parce qu'on a des visiteurs qui viennent nous dire j'ai perdu mes clés et je vais repartir dans 1 heure, mais nous on peut pas rejoindre une fréquentation, rentrer sous la plateforme, c'est arrêter l'attraction, c'est une mesure de sécurité. Donc ça ralentit la cadence, donc on peut pas le faire à n'importe quel moment de la journée. On fait des moments dédiés. Donc on essaie de faire comprendre aux visiteurs qu'il faut qu'ils patientent un petit peu, quoi, pour récupérer ses affaires. Mais oui, ça arrive. Et du coup, entre la plateforme et le sol, il y a combien de mètres? On a 4,50 m en fait de fosse sous la plateforme. Autant dire que le téléphone, il doit pas être trop fonctionnel. Hein. On n'a pas eu trop de casse, étonnamment. Il ricoche un petit peu sur les bords et... Bon, bah, ça va. Ça va, ils sont des efforts les constructeurs. Pour résumer, Chasseur de Tornades, c'est en quelques chiffres une plateforme rotative dynamique de 120 places, une rotation pouvant atteindre 30 km/h, un écran circulaire en LED de 17 mètres de diamètre, 8 mètres de haut, soit 420 mètres carrés de surface de projection, de grandes parties d'écran coulissantes, pyrotechnie à base de fumée lourde et d'étincelles, des effets de fumée pour recréer des nuages, des décors mobiles et un système de son L-ISA 18.1 de chez L Acoustic. La particularité de ces enceintes, c'est qu'on peut reproduire le son qui vient de devant, de derrière et sur le côté, tout en partant du plafond. Depuis le tournage, l'attraction a été primée et a reçu la plus haute récompense des T-Awards. L'attraction Chasseur de Tornades a été élue meilleure attraction au monde.
Je tiens à remercier le Futuroscope qui m'a permis de vivre cette super expérience. J'étais loin d'imaginer tout ce qu'il pouvait y avoir derrière, car quand tu es dans l'attraction, tu te dis on est sur une plateforme qui tourne, il y a un écran, il y a du vent, voilà, mais tu vas pas trop chercher plus loin que ça. Mais en vrai, il se passe tellement de choses au-dessus et en dessous, comme tu as pu voir, que c'est au final une attraction, ce que j'ai pu vivre en elle-même. En tout cas, dis-moi dans les commentaires ce que tu as pensé de la vidéo, et si tu as des questions, n'hésite pas, j'essaierai d'y répondre. Et tiens, dis-moi aussi quelle attraction tu aimerais que j'explique le fonctionnement. N'oublie pas également de me rejoindre sur Twitch et des lives, et on s'amuse plusieurs fois par semaine, on parle des parcs et tu peux me poser des questions. On aborde différents sujets et on joue à Planet Coaster. Et n'oublie pas d'aller faire un tour sur la boutique, hein, c'est bientôt Noël, il y a des nouveaux produits. Si tu aimais la vidéo, hein, n'oublie pas de la liker, hein, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous, hein, il y a un petit bouton. Ici on parle des parcs d'attractions et tout ce qui est lié au divertissement toutes les semaines. Sur ce, il me reste plus qu'à te faire des bisous et bim!